Et salut les petits pious, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on fasse une petite vidéo qui soit à la fois euh, pédagogique, à la fois intéressante sur le plan structurel, comment appréhender et comprendre les structures. Vous savez que j'ai parlé depuis quelques temps maintenant, quasi essentiellement des maisons en conteneur, parce que j'ai deux projets qui sont vraiment extraordinaires. Maintenant, j'aimerais revenir un peu aux sources. Ce que je vous propose, c'est pas compliqué. C'est qu'on analyse une construction et qu'on essaye d'analyser cette construction par le biais de la pédagogie, c'est-à-dire la terminologie, comme on appelle les pièces de bois. Donc c'est une construction ossature bois. Je vais essayer de prendre mon accent belge, j'adore ça. C'est une construction ossature bois. Et on va essayer d'identifier chaque pièce de bois déjà, définir qu'est-ce que c'est qu'un arbalétrier, qu'est-ce que c'est qu'une panne, et ainsi de suite. Je sais que la dernière fois que j'avais euh, réalisé une vidéo avec ce format un peu pédago, je sais que vous avez aimé. Alors on essaye de continuer et je sais qu'on va pouvoir répondre à pas mal de questions, notamment sur ce que c'est qu'une bande de chargement, ce que c'est que la descente de charge, comment on calcule la flèche, tout ça. Ça, c'est des trucs qui vous intéressent. Moi, ce que je vous propose, et vous le mettrez en commentaire s'il vous plaît, là, je pose un dossier, d'accord? Je pose un dossier, et sur ce dossier, on aura les sections, et moi, je vous propose qu'on fasse un test tous ensemble, et on va essayer de calculer la bande de chargement, la flèche, le cisaillement, et ainsi de suite. Vous me le mettrez en commentaire, parce que si on est deux ou trois à le faire, pas de problème, vous m'envoyez un texto, on en parle. Mais si on est 20 ou 30, ça serait super de faire un live là-dessus, les gars. Donc, je suis allé sur un chantier. Je regarde, je fais mon propre React, c'est-à-dire je regarde ma vidéo en même temps que je fais mon React de mon React. On s'émerveille. Allez, salut les petits gars. Aujourd'hui, les petits pious, on vient analyser, regarder, s'émerveiller, évidemment. Ok, juste break. En structure bois, on n'est pas limité par la hauteur. Bon, on ne va pas faire du R plus 8, je suis d'accord. Actuellement en France, il y a des réglementations qui sont assez draconiennes sur les hauteurs qu'on utilise en ossature bois. Bon, pour l'instant, on va dire que sur dire R plus 1, R plus 2, on y arrive sans aucun problème. Sur une structure en ossature bois, vous savez que c'est mon dada. Celle-ci est particulièrement intéressante à plusieurs niveaux. Déjà, effectivement, on peut se rendre compte qu'on a un bâtiment qui a une très très belle hauteur. Donc ça veut dire que, encore une fois, je le répète, en structure bois, on n'est pas nécessairement limité par la hauteur. Et encore une fois, ce bâtiment le prouve. On voit qu'on a la fabrication et la construction d'une mezzanine qui est très largement, très largement à, on va dire, presque 3 mètres de hauteur, oui, avec une poutraison, avec une panne principale qui fait un bon 30 cm. Hein. Minute 30, les gars. Enfin, très, à l'œil, je vous dis combien elle fait votre panne. Et je vous garantis que je ne suis pas allé avant avec mon maître. Hein. C'est à l'œil. L'œil de tigre. Ouais. Macron, l'œil de tigre. Ouais, à l'œil. À l'œil. J'ai pas perdu la technique, les gars, j'ai pas perdu la technique. On a un pilier central, donc qui repose sur une platine. Les platines sont généralement réglables. On se rend compte qu'ici, la platine n'est pas prise. Ok, juste un point là-dessus. Ne vous faites pas avoir en mettant la platine de réglage du piétement des piliers sur la dalle brute. D'accord? Avant ravorage, mettez-la à la fin, sinon vous êtes grillé. Pas dans la chape de ravorage, pardonnez-moi, dans la dalle, parce que la dalle, selon toute vraisemblance, ce sera la dalle finie. Elle est pas mal, elle est lissée, elle est hélicoptère, elle est sciée pour les joints de dilatation. On a un pilier qui est assez conséquent, hein. On a un pilier qui est de section parfaitement carrée en 20-20. Donc ça, c'est de l'abouté, hein. Donc ce que vous voyez ici. 2 minutes 15. L'aboutage, c'est ça, hein. Ok, donc l'aboutage, ça permet de récupérer des morceaux de bois, donc c'est ce qu'on appelle l'optimisation des chutes de coupe.
Donc l'optimisation des chutes de coupe, ça permet de réutiliser un grand nombre de morceaux de bois et de les reconditionner de manière à faire des poutres et des piliers qui dépassent des longueurs entendables, hein. Vous savez qu'en règle générale, en bois, au bout de 3 mètres, on commence à avoir des problèmes d'élancement. Donc on reviendra sur les lancements. Au bout de 6 mètres, ça commence à devenir très difficile à gérer. Et les camions sont limités à 12 mètres, mais on a des structures qui font bien plus que ça. Alors on a deux problématiques et, que résout. L'aboutage, il résout un problème effectivement de franchissement, de longueur, mais il résout également un problème d'optimisation du bois. C'est-à-dire, on est vraiment là dans une connotation écologique, hein. On récupère, on recycle, on reprend, on réutilise. C'est économique, c'est écologique, c'est super bien. Et ça s'appelle l'aboutage, les gars. L'aboutage, c'est ça, hein. D'accord? C'est du bois abouté, d'accord? Ça, c'est fait avec des presses. Ça permet de récupérer ça permet de récupérer des sections de bois, des chutes, et d'en faire des grandes sections. Donc c'est de la bouteille en lamellé-collé. Alors je prends lamellé-collé. C'est peut-être du contre-collé, je sais pas. Contre-collé, ouais, je sais pas. Lamellé-collé, c'est contre-collé, on verra ça. Alors voilà, donc on va faire notre petit cours de charpente. Je vous rappelle que toutes mes vidéos, elles ont avant tout un but pédagogique. Donc ça, ce que vous voyez ici, là, c'est ce qu'on appelle une chapelle. J'en parle souvent, mais une chapelle, c'est un évidement que vous réalisez dans le bois, de manière à ce que le clouage soit affleurant ou à l'intérieur du bois et pas en saillie, comme on peut le voir ici. Là on est en... Ok, donc 3 minutes 05. En fait, quand tu assembles tes bois, au départ, tu définis si tu vas les poser si tu vas faire le clouage en chapelle ou en saillie. Ça, tu le définis avant. Alors, ça peut être une raison esthétique, ça peut être une raison technique, hein, ça dépend. Bon, là, j'ai pas eu le temps de discuter hier avec Adrien pour savoir pourquoi il avait choisi ces solutions-là, mais j'ai contacté l'entreprise et j'espère qu'on aura vraiment un dialogue, un truc assez sympa là sur cette structure pour savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi d'une part de faire ses clouages en chapelle et d'autre part de les faire en saillie avec un boulonnage, tout simplement boulonnage, hein. Sachant que le clouage qui est fait en chapelle, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle des clous calotins. Donc il y a pas de, c'est pas des boulons, ce sont pas des tire-fonds. C'est assez intéressant, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, on aurait pu aussi faire des chapelles, voilà. Donc allez, on va attaquer notre petit côté, je ne sais plus. Oui, allez, on va attaquer notre... Deuxième vidéo. Hop, comment je fais? Voilà. On va attaquer... Là, j'ai du mal parce que la phase pédagogique. Allez, donc pour la phase pédagogique, les gars, donc bon, ça, vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez, c'est une panne. Ça peut être appelé une panne, ça peut être appelé une muraillère, ça peut être appelé une solive, hein, en fait, c'est du bois qui va... Les bois de charpente ont des dénominations différentes, et même quand ils ont la même section, ça dépend simplement de la localisation géographique. D'accord? Quand je dis géographique, c'est dans la pièce, la localisation dans laquelle ils sont placés, et le positionnement qu'ils ont. Donc c'est un positionnement vertical, comme les piliers qu'on voit, ou c'est un positionnement horizontal. Les bois ne travaillent pas de la même manière lorsqu'ils sont à l'horizontale et lorsqu'ils sont à la verticale, et le nom, ou en oblique, hein, excusez-moi, en oblique, puisqu'on parle des arbalétriers, des flèches, des blochers, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas le même nom alors qu'ils peuvent avoir la même section. Donc à vous de déterminer clairement le nom d'une pièce de bois, notamment quand vous faites vos épures. Bon, là, on ne parle pas d'épures, parce que si vous faites vos épures, vous connaissez le nom des bois. Quand vous faites vos devis, par exemple, hein, tout simplement. Donc, à vous de bien dénominer, de bien nommer les pièces de bois, parce que un expert ou un collaborateur, quand vous allez nommer la pièce de bois, il va savoir automatiquement. Si c'est une muraillère, il sait que ça sera contre un mur. Et pourtant, la section de bois aura exactement les mêmes sections qu'une panne. D'accord? On redémarre. En général, créer ce qu'on appelle un franchissement. Donc le fait qu'on appelle ça une panne, une muraillère ou n'importe quoi, ben en fait... Abonne-toi.
Abonne-toi, abonne-toi à ma chaîne. T'as que ça à faire de toute manière. Là. Tu vas pas. C'est samedi, c'est dimanche là, au moment où je poste. Donc tout ce que tu as à faire là, c'est t'abonner à ma chaîne. Ouais, ouais, mais non, non, mais je t'ai vu. Abonne-toi, tu t'abonnes, tu likes. En fait, ça dépend tout simplement de l'endroit où il est posé. Voilà, il peut être posé en solivage. Donc c'est pareil, ici on va retrouver les pannes qui peuvent être soit des pannes, soit des solives, puisque des solives, telles qu'on le voit ici, ce sont également des pièces de bois. Il n'y a que la section qui change. Ici c'est du massif, on le voit immédiatement. On peut les faire en massif, on n'est pas obligé d'aller chercher du lamellé-collé. Donc ça, c'est un bois de boue. Ça, c'est un bois de boue. Donc ça, c'est un bois qui va travailler en compression. Donc tous les efforts, toute la descente de charge, ce qu'on appelle la descente de charge, le poids va être transmis verticalement. Alors pourquoi je dis des fiches? Parce que c'est pas un vrai poinçon là. Hein. C'est pas un vrai poinçon. Bon, on en reparlera vraiment dans un cours dédié. Mais là, si vous appelez ça des fiches ou des contre-fiches, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même appeler ça des jambes de force si vous voulez. Je veux dire, il n'y a pas de. Vous ne commettez pas d'erreur, d'accord? C'est pas problématique si vous appelez ça des fiches, des contre-fiches ou des jambes de force. Jusqu'à la dalle. Donc un bois de boue, en général, il va travailler plutôt en élancement. Et par contre, lorsqu'on a des pannes comme celle-ci, elles vont travailler en fléchissement, d'accord? Donc la flèche. Donc alors, juste là, hein, très important. Donc votre bois de boue, votre pilier, votre poteau, hein, donc un pilier, un poteau, peu importe, travaille en compression. C'est-à-dire, il va euh, récupérer l'ensemble de la charge, l'ensemble du poids. Hein. Donc le poids, c'est la toiture, c'est la bande de chargement, c'est tout le poids qui est dessus, plus la neige, plus les gens qui marchent dessus, et qui va transmettre, qui va transmettre les efforts vers la fondation, verticalement. D'accord? Ok. Contrairement aux arbas qui vont transmettre la descente de charge obliquement sur les sablières, le pilier ou la poutre, ou le poinçon, hein, d'ailleurs, va transmettre la descente de charge verticalement, sachant qu'un vrai poinçon ne transmet pas de descente de charge. On verra ça, c'est une particularité, c'est de la magie de la charpente, mais on verra ça dans un dossier très 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 particulier qui s'adressera vraiment aux puristes. Les jambages, les jambes de force, les fiches ou les contre-fiches transmettent l'effort au pilier. D'accord? Donc ça, oui, effectivement. Donc on va venir transmettre l'effort au pilier. C'est pour les maçons ce qu'on ferait par exemple si on avait une ouverture en cintre. C'est à peu près la même chose. En cintre ou en arc surbaissé, en plein cintre ou en arc surbaissé, on a exactement le même phénomène qui s'applique ici en charpente que le phénomène qui s'applique quand on fait un arc surbaissé ou un plein cintre en maçonnerie. C'est exactement pareil. On vient transmettre l'effort vers le pilier qui, lui, reprend la descente de charge verticale. Généralement, il faut que ce soit le plus symétrique possible. Et l'élancement, ça va être la capacité au bois à rester bien droit quand il est debout. Donc ici, on voit qu'on a effectivement Bon, la flèche, on en a parlé, les mecs. Hein. Mais on va le calculer, ça. Hein. des fiches, peu importe. Avec ici, on peut appeler ça... C'est plutôt un jambage de force. On voit que la coupe est plutôt bien faite ici. Je pense que le bois a tout simplement dû travailler un tout petit peu. Donc ah oui, je voulais vous dire, il y a un truc qui est intéressant. On voit que le charpentier de métier, puisque on voit qu'ici il a réalisé ce qu'on appelle une coupe en sifflet. Donc ça c'est très très bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, mais la coupe n'est pas à l'aplomb, elle est biaise. Et on appelle ça une coupe en sifflet, ou certains disent en queue de vache. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va retrouver en haut ici ce qu'on appelle un entrée retroussée. Alors la queue de vache, on en parlera aussi, mais ça se dit. On voit qu'on vient moiser le pilier avec un entrée retroussée. Donc, bon, il est assez particulier. C'est assez rare de voir un entrée retroussée aussi haut. Voilà. En général, c'est plus bas. Comme on moiserait. Et ensuite, on va retrouver effectivement les pannes. D'accord. Donc ici, on a des pannes qui sont très très largement distancées les unes des autres,
parce que Adrien, le chef d'équipe hier, m'expliquait qu'en fait, la structure de toit, c'est de l'autoportant. Donc ici, le but, c'est de venir reprendre le poids sur 2 points d'appui avec un franchissement qui est calculé par rapport aux plaques autoportantes. Et ensuite, on voit que on a Un café, s'il vous plaît. des étrésillons, je ne sais pas comment, on pourrait les appeler des anti-flambements peut-être, hein, qui viennent reprendre le support et empêcher les solives de fluer. Encore que ici, les solives, elles ne... Ouais, donc ce sont bien des pièces d'équerrage en fait. On va garder ça à l'esprit pour l'instant. On va éviter de rentrer trop dans le détail. Les pannes, pardon, elles ne flueront jamais. Que et ensuite, ici, on a le solivage. Donc le solivage, ce sont les pièces de bois qui vont... Parce que toi, je te sens, je te vois venir. Toi, ce qui t'intéresse, c'est comment tu vas calculer ton solivage. Mais je vous l'ai dit, les gars, moi, ça me dérange pas qu'on fasse ça, mais simplement, je préfère qu'on soit nombreux et qu'on fasse un live pour calculer la bande de chargement qui va définir effectivement l'anthrax du solivage et qui va, de manière codex, définir à la fois l'anthrax et à la fois la section du solivage. Donc ça, les gars, il faut qu'on le fasse ensemble. Je ne vais pas tout vous mâcher, je ne vais pas vous dire, là, il faut que tu mettes tel anthrax, parce qu'en fait, chaque maison est différente. Donc, je ne peux pas faire 78 vidéos pour les 78 cas de figure les plus conventionnels. Donc, il faut qu'on soit tous, vous le mettez en commentaire, on en parle, on se bloque une journée dans l'été, là, quand il fera beau, et on en parle sérieusement en live. Ok ? Parce que ça suffit maintenant. Un peu marre. Il y en a un peu marre. Moi, mon gâté, Effectivement, c'est relativement intéressant. On voit qu'ici, on a des solives qui sont d'une belle section. Elles n'ont pas besoin... Alors ici, on a 23. Et ça fait 4 cm de large. On n'a pas besoin d'avoir de la largeur, on a besoin d'avoir de la hauteur. D'accord ? Rappelez-vous ça. C'est une solive, elle a besoin d'être haute, elle a besoin de hauteur. Elle n'a pas besoin d'être large. Ça n'a... c'est le travail en fléchissement. Je vous remettrai la formule. C'est un travail qui se fait essentiellement sur le coefficient multiplicateur de la hauteur. Voilà. Donc c'est ça qui va faire la différence. Donc vous gardez ça à l'esprit, les gars. Vous gardez ça à l'esprit, c'est que ce qui définit la capacité d'une poutre ou d'une solive ou d'une pièce de bois quelconque à forcer à être efficace à la flèche, c'est sa hauteur, c'est pas sa largeur. D'accord ? Donc les sections carrées, vous les oubliez, hein, ce sont des sections rectangulaires. Et la hauteur est hyper importante puisque c'est grâce à la hauteur qu'on va appliquer, donc c'est un coefficient à la puissance 3 ou à la puissance 4, je le remettrai. Non mais je ne connais pas les trucs par cœur les mecs, il faut arrêter. C'est ça qui définit la capacité de résistance à la flèche, c'est pas la largeur. Donc vous voyez, cette solive-là qui est posée, qui est flanquée, donc qui flanque cette solive-là, qui flanque le mur, ne s'appelle plus une solive, ça s'appelle une muraillère. Et ici, on a exactement la même chose. On a une solive qui est exactement de la même section que les solives ici, mais à partir du moment où elle flanque le mur, elle devient automatiquement une muraillère. Et ici, on voit la technique de pose, qui est très bonne, avec un talonnement, avec un épaulement, qui vient se faire au-dessous des solives. C'est plutôt du bon boulot, les gars. Très bonne technique. Très, très bonne technique de créer un épaulement. C'est pas un épaulement, hein, parce que là, les menuisiers vont... Alors, juste, hop, minute 5:33, donc c'est pas un épaulement, c'est un talon. Le problème, c'est que si je dis que c'est un talon, en charpente, le talon, c'est autre chose. Mais on va dire que c'est un talon, d'accord ? Donc c'est une muraillère, parce que votre solive qui est en réelle muraillère, elle se comporte de la même manière que votre panne, qui, elle, du coup, devient une muraillère, sans le vouloir. Donc le fait de venir positionner une pièce de bois en talon, vous créez un épaulement. Les menuisiers vont me rentrer dans le lard. Mais il n'empêche que vous créez un épaulement. Et ça marche. Et ça marche même plutôt bien. Après, dans l'idéal, il faudrait mettre des encluseaux. On reviendra dans un cours là-dessus. Il faudrait mettre des encluseaux entre les solives, parce que les solives reposent en appui sur l'épaulement, sur le talon,
Mais pour les empêcher de flamber, il faudrait mettre un petit encluseau entre, ça serait pas mal. Une entretoise, un encluseau. Je vous rappelle qu'ici, on est sur une structure entièrement bois. Donc, pour rappel, j'en avais déjà parlé. Vous voyez que les plaques d'OSB. Allez, après on repart dans l'ossature. Donc voilà, allez, sur cette première partie, parce que je voulais pas que ce soit trop long, on est déjà à 22 minutes, je voulais simplement qu'on fasse un court résumé de la terminologie. Donc on a vu là pratiquement toutes les pièces de bois qui existent dans une charpente, dans une ossature. D'accord. Je ne parle pas des murs d'ossature bois. Les murs d'ossature bois, les gars, il n'y a absolument rien de compliqué. Mais de toute façon, on fera un cours là, si vous voulez là-dessus. Mais là, on a vu les pièces de bois très importantes qui sont des pièces de bois soit intermédiaires, soit principales, porteuses, non porteuses, muraillères, solives et ainsi de suite. Non, je vous dis des bêtises d'ailleurs. Toutes les pièces de bois que nous venons de voir, à part les antiflambements, sont toutes des pièces porteuses en définitive. Donc toutes des pièces structurelles. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on fasse cette vidéo en plusieurs sections. C'est parce que ce qui est assez intéressant sur cette vidéo-là, c'est qu'on a vu un grand nombre d'éléments dont on ne parle quasiment jamais. Hein. Les fiches, les contre-fiches, les arbats, la moise, les entrées retroussées. On a vu l'entrée retroussée, ce qui est très bien. Donc moi, ce que je vous demande, c'est qu'on se mette ça dans la tête. Qu'on garde bien tout. Et ce que je vous dis, c'est mettez-moi en commentaire, parce que là, on a un cas de figure qui est exceptionnel, in situ, sur lequel on va pouvoir réfléchir sur la section des bois de soulivage qui ont été positionnés, la section de la panne porteuse qui vient reprendre ce bois de soulivage, comment la définir, comment la calculer, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce qu'elle va flécher, bon, je pense pas, mais est-ce qu'elle va pas flécher ainsi, mais comment on le calcule ça? Alors, abonnez-vous, mettez en commentaire que vous êtes intéressé qu'on fasse un cours là-dessus, parce que là, on a plusieurs choses qui sont assez extraordinaires, et je parlerai de l'élancement dans un troisième cours, je pense. Mais là, déjà, on peut commencer sérieusement à travailler sur la section des solives et sur l'anthrax des solives, parce que je sais que vous vous posez systématiquement cette question-là. Donc c'est génial, on a l'exemple sous les yeux, les gars. On va pouvoir se poser la question de qu'est-ce qu'il me faut comme solive, quel anthrax je vais mettre entre chaque solive, de manière à ce que mon plancher ne fléchisse pas. Et de manière à ce que je puisse recevoir du monde. Là, on est sur un bâtiment professionnel, donc les normes sont beaucoup plus importantes que sur une maison d'habitation, puisque les charges admissibles sont plus importantes quand on est sur du professionnel, sur un ERP ou des choses comme ça, que quand on est sur du domestique. Voilà. Mais c'est super intéressant. Donc allez, vous me mettez un commentaire, vous vous abonnez à la chaîne, vous me mettez un commentaire. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'à partir de ce dossier-là, on fasse un réel cas d'étude dans lequel on va calculer le fléchissement des bois, la section, l'élancement, la bande de chargement, l'anthrax, la classe de bois. On parlera de classe de bois très rapidement. Voilà. Allez, je vous remercie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.